Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé déférés à la prison militaire en chef d'accusation ont été retenus contre eux après le putsch manqué, attentat à la sûreté de l'État, haute trahison. Le gouvernement a donné des détails ce matin. Petite explication de texte sur la procédure dans ce journal avec notre invité, le magistrat Hervé Dabonnet. Dans l'actualité, aujourd'hui également, cet important lot de matériel remis par l'Union européenne à la Commission électorale nationale indépendante, des urnes, des groupes électrogènes et des imprimantes, entre autres, de quoi permettre à la CENI de voir venir les élections avec plus de sérénité. Et puis, face à l'afflux massif des migrants, l'Europe renforce son dispositif de lutte contre les passeurs, une opération dénommée Sophia destinée à intercepter les trafiquants d'êtres humains en Méditerranée. 16 États ont offert des ressources militaires pour la réussite du dispositif. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé inculpés et déférés à la prison militaire. C'est la principale information du point de presse du gouvernement. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre eux après le putsch manqué, parmi lesquels on peut retenir l'attentat à la sûreté de l'État. Par ailleurs, une trentaine de soldats de l'ex-RSP sont toujours dans la nature. Amadou Ilboudo, Aboubakar Sayon. Principale information à retenir de ce point de presse du gouvernement, le général Gilbert Diendéré et le général de gendarmerie Djibril Bassolé sont à la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées. Les deux généraux ont été formellement inculpés hier par un juge d'instruction et plusieurs chefs d'inculpation pèsent contre eux et particulièrement contre le général Gilbert Diendéré. Les infractions qui sont retenues pour le moment, il y a les actes de terrorisme, il y a le blanchiment des capitaux, il y a l'atteinte à la sûreté de l'État, il y a la haute trahison, il y a enlèvement et séquestration, il y a coups et blessures, il y a assassinat, etc. Pour les membres du gouvernement, la justice suit son cours en ce qui concerne les partis politiques et les civils inculpés dans le putsch du 16 septembre dernier. Selon le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, une trentaine de soldats de l'ex-RSP n'ont pas encore rejoint leur nouveau corps d'affectation, notamment le groupement central des armées et l'armée des terres. La gendarmerie et les forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour encore ratisser large sur toute l'étendue du territoire et assurer les uns et les autres que nous avons encore la main et que la sécurité des populations sera assurée. Selon le colonel-major Moné Alassane, des réflexions sont en cours pour la mise en place d'un groupement chargé d'assurer la sécurité du président du Faso. Bonsoir, docteur Hervé Dabonnet, merci pour votre disponibilité. Alors, vous êtes magistrat, vous êtes également porte-parole de la Société burkinabé de droit constitutionnel. On vient de le suivre, les deux généraux, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, déférés à la prison militaire. On a eu aujourd'hui le détail des chefs d'accusation. On parle d'attentat à la sûreté de l'État, on parle de haute trahison, de meurtre ou encore de coups et blessures volontaires. Alors, que risquent aujourd'hui les deux généraux? Merci pour votre invitation. Effectivement, la Société burkinabé de droit constitutionnel a suivi de près tous ces différents événements. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'inculpation de certains acteurs ou certains supposés acteurs. Et comme vous venez de le dire, ces inculpations portent sur les crimes contre la sûreté de l'État et également des crimes de terrorisme, d'assassinat, de séquestration, enlèvement et séquestration. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il faut entendre par crime contre la sûreté de l'État? Il faut dire que c'est un ensemble d'infractions qui regroupent, parmi lesquelles justement on retrouve par exemple les crimes de trahison, les crimes de complot et d'attentat contre la sûreté de l'État. Et le crime de trahison est saisi par l'article 88 du Code pénal burkinabé qui dit que, en fait, c'est le fait, par exemple, de porter des armes contre l'État ou le fait pour des Burkinabés d'être en intelligence avec une puissance étrangère
dans le but, en fait, de porter atteinte à la sécurité des institutions républicaines ou de l'État lui-même. On parle précisément de collision avec des forces étrangères. Exactement, ça rentre dans cette catégorie-là. Également, quand on va plus loin, par exemple, le crime de complot, c'est une action concertée entre plusieurs personnes en vue de renverser par la violence un gouvernement légal ou les institutions légales. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, le complot est concrétisé justement par l'attentat dès lors qu'il y a des éléments d'exécution de cette action concertée. Voilà. Donc, en somme, c'est des infractions qui sont saisies par le Code pénal burkinabé et également par le Code de justice militaire. Et pour répondre à votre question, donc, ce qui risque, c'est que la peine la plus lourde, si on considère les crimes d'assassinat, et si on considère l'état actuel de notre législation pénale, en ce sens que la peine de mort n'est pas abolie, eh bien, l'article 326 du Code pénal dit que lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d'autres crimes, eh bien, c'est la peine de mort normalement. Voilà. Mais bien entendu, ça c'est pour l'assassinat. Sinon, le crime même contre la sûreté de l'État, bon, la peine la plus élevée, c'est en fait la réclusion criminelle à perpétuité. Et précisément pour ce qui concerne donc ces deux personnalités, il s'agit donc de deux généraux. Sur le plan professionnel également, est-ce qu'il ne peut pas avoir également des conséquences? Effectivement, sur le plan professionnel, vous savez que certaines infractions sont des infractions militaires. D'ailleurs, les infractions contre la sûreté de l'État sont des infractions spécifiquement militaires, puisque c'est le code militaire qui en fait le vise et s'attribue même, qui attribue la compétence aux juridictions militaires. Donc, en ce sens, il peut avoir, lorsqu'il y a une condamnation criminelle, eh bien, il y a déjà l'exclusion des rangs des forces armées nationales. Il y a aussi d'autres peines militaires, genre la destitution, la perte de grade, et ça peut encore avoir d'autres conséquences sur le plan même des pensions militaires. Okay. Alors, docteur Dabonnet, on sait que la procédure, comme vous l'avez dit, a été entre-temps transférée donc à la justice militaire. Concrètement, en termes de procédure, qu'est-ce qui change le fait de transférer donc, en tout cas le dossier au niveau du tribunal militaire? Effectivement, le parquet général civil avait déjà été saisi dès les premières lueurs des événements et il avait déjà même entrepris de poser certains actes conservatoires. Et par la suite, le dossier a fait l'objet d'un transfert auprès du tribunal militaire. Bon, ce transfert se justifie par quelques fondements légaux. Parce que lorsque vous lisez l'article 42 du Code de justice militaire, il est dit clairement, comme je le disais tantôt, que les infractions contre la sûreté de l'État relèvent des juridictions militaires. Or, vous savez que dans la trame de tous ces événements, c'est l'infraction contre la sûreté de l'État qui est l'infraction principale, c'est-à-dire la clé de voûte de tous ces événements. Donc, d'autant plus que le tribunal militaire a une compétence prioritaire et il revenait donc au parquet civil d'accepter ce transfert sous peine en fait de voir une nullité de toute sa procédure. Okay. Mais ça ne change rien en termes de procédure? En termes de procédure, on peut dire que ça change parce que ça devient une procédure particulière et qui est diligentée par les tribunaux militaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les peines de droit commun, c'est-à-dire les peines qui sont prévues par le Code pénal de 1996, le Code pénal de droit commun, qui s'appliquent en fait. Ça veut dire qu'il y a le Code pénal militaire, certes, mais ces infractions-là sont prises en charge par le Code pénal de droit commun. Okay. Alors, docteur Dabonnet, ils ont été inculpés, ils sont en prison. Quelle est normalement la suite de la procédure? Bon, la suite de la procédure, c'est que d'abord, la commission d'enquête qui a été constituée puisse rendre son rapport. Et à l'issue de ce rapport, le parquet militaire et le juge d'instruction vont faire chacun ce qui le concerne son travail, c'est-à-dire pour le parquet de viser davantage les infractions qui viendraient à relever la commission, et le juge d'instruction d'instruire tous ces faits à charge et à décharge, c'est-à-dire que à l'issue de la procédure, des gens peuvent être déclarés innocents ou
coupable, c'est-à-dire que le juge peut rendre une ordonnance de renvoi et contre des gens qui seront retenus, en tout cas, des gens sur lesquels pèseraient des indices graves et concordants. Okay. Alors pour finir, docteur Dabonnet, on sait que l'opinion bien souvent exige un jugement ici et maintenant. Alors combien de temps peut durer cette procédure? Bon, en termes de temps, il faut dire que c'est prétentieux de vouloir donner un temps à cette procédure parce que nous savons qu'il s'agit d'une procédure pénale et qui suit la voie de l'instruction. C'est-à-dire qu'il revient au juge d'instruction de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité avant de rendre son ordonnance de renvoi. C'est-à-dire que si le juge d'instruction ne s'estime pas suffisamment éclairé, d'autres actes peuvent suivre la procédure qui peuvent donc faire durer davantage en fait les événements. Voilà. Mais si le juge d'instruction estime que, au regard des pièces à conviction qui sont à sa disposition, il a les différents éléments nécessaires, bon, ça peut ne pas vraiment trop durer. Voilà. Mais on ne peut pas donner un délai. Le délai, c'est le délai nécessaire pour la manifestation de la vérité. Merci, docteur Dabonnet, pour tous ces éclairages. En rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était donc le docteur Hervé Dabonnet, qui est magistrat et porte-parole de la Société burkinabé de droit constitutionnel. Face à la presse, le gouvernement a aussi livré un nouveau bilan du putsch manqué. On compte désormais 14 morts et 251 blessés. Autre précision, les corps des victimes seront autopsiés avant leur inhumation. Quant à la date des élections, elle sera fixée après une concertation avec les partis politiques et la CENI. Amadou Ilboudo, Aboubakar Sayon. Selon le gouvernement, le bilan du putsch du 16 septembre dernier s'est alourdi et fait désormais état de 14 morts et de 251 blessés. À quand l'inhumation des corps, le gouvernement de la transition veut éviter les erreurs judiciaires et pour cela, les corps seront d'abord autopsiés. Parce que si les autopsies ne sont pas faites et vous allez accuser quelqu'un demain d'avoir tué X, on va vous demander, il faudra apporter la preuve que c'est une balle venant de tel, parce qu'on connaît la nature des balles. Donc en fait, c'est juste pour permettre de faire l'autopsie, de verser les résultats dans les dossiers. Je pense que d'ici au Conseil des ministres de demain, on aura un point complet de la situation avec le ministre de la Santé qui suit de près tout ce qui se passe à ce niveau. Et suite à cela, on pourra certainement, dans cette semaine, vous donner une date précise pour quand donc aura lieu l'inhumation. Un fonds d'indemnisation pour la prise en charge des victimes du putsch a été mis en place en collaboration avec la CEDEAO, dont la contribution s'élève à environ 500 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne l'organisation des élections, des concertations seront organisées en collaboration avec les partis politiques signataires de la Charte de la transition et la CENI, avant de fixer de nouvelles échéances. Je pense que ce qui est important, c'est que la date qui sera choisie convienne, je dirais, à l'ensemble. Voilà. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, franchement, je pense que voilà, ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ça. Mais je peux vous rassurer, personne n'a envie de prolonger la transition. Par la voix de son porte-parole, le gouvernement a lancé un appel à la paix, à la tolérance et à la réconciliation nationale. Et puis, comment l'assaut du 29 septembre sur le camp Nabakoum 2 s'est-il déroulé? Le secrétaire général du ministère de la Défense est revenu aujourd'hui sur l'opération. Le colonel-major Alassane Monet précise qu'aucune assistance extérieure n'a été sollicitée. Et nous avons le matériel nécessaire, l'armement nécessaire pour apprécier la situation et faire ces tirs. Il s'agit donc des tirs de dissuasion, des pièces d'artillerie, des tirs d'encadrement et de dissuasion qui ont permis aux éléments reclus de l'autre côté de se rendre compte que le rapport de force leur était défavorable. Et c'est avec le resserrement des unités qui étaient au contact, ce qui a permis à ces éléments de s'exfiltrer parce que, en tant que militaires, ils savent que tant que le rapport de force leur est défavorable, il n'y a plus de combat, sauf
se jeter au suicide. Et donc, moi, je voudrais vous rassurer que toutes les opérations ont été menées par les militaires burkinabés sans aucune assistance technique d'extérieur. Des propos recueillis par Amadou Ilboudo et Aboubakar Sayon. Les chefs d'état-major de la CEDEAO étaient aujourd'hui chez le Premier ministre. Ils ont supervisé le désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle pour le compte de l'institution sous-régionale. Hier, ils ont visité le Kanabakoum 2. Ils sont allés faire le point de leur mission à Yacouba, Isaac Zida. Écoutons le chef d'état-major général des armées du Sénégal. Il s'exprime au micro de Alidou Badini et Touboum Evelyne Dabiré. Ce matin, nous sommes venus avec le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso rendre visite au Premier ministre qui a eu l'amabilité de nous recevoir pour faire le point avec lui donc, de ce que nous avons constaté et remercier surtout le chef d'état-major et l'ensemble du peuple burkinabé de nous avoir associés donc, à cette cérémonie. Nous avons eu un échantillon du matériel qui a été saisi. Et nous pouvons dire que, en tout cas aujourd'hui, au moment où je vous parle, que ce désarmement a été effectif parce que nous avons visité la caserne hier et qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Et après l'épisode du putsch manqué, les regards sont tournés désormais vers les élections et dans cette perspective, l'Union européenne apporte son soutien au Burkina. Elle a remis à la CENI aujourd'hui un important lot de matériel, des urnes, des groupes électrogènes, des imprimantes, des scanners, bref, tout ce qu'il faut pour l'organisation. Ce soutien intervient dans le cadre du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina. Issa Kafando, Adama Koulibaly. L'Union européenne apporte son appui au Burkina Faso pour les scrutins électoraux à venir. Plus de 28 000 urnes couvercles, 26 000 lampes, 20 000 gilets électoraux, des groupes électrogènes, des imprimantes, des scanners et autres matériels électoraux ont été remis au président de la CENI par l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Burkina. L'Union européenne marque son soutien à la transition et au processus électoral et son soutien au Burkina Faso. Donc l'Union européenne, comme elle l'a montré pendant les événements, a été extrêmement claire dans la condamnation du coup d'État, dans la demande du rétablissement de la transition et dans son souhait exprimé en accompagnement de ce que souhaite le peuple du Burkina Faso, que le processus électoral puisse être remis le plus tôt possible sur les rails. Du matériel qui vient sans doute renforcer les capacités opérationnelles de la CENI sur le terrain, qui n'attend plus que la date des élections qui doit être fixée par le gouvernement de la transition. Avec ce que vous venez de voir, c'est le stock du matériel. Maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir régler les questions de recrutement et de formation des membres du bureau de vote. Il reste aussi à conditionner ce matériel-là par bureau de vote et par circonscription et par localité, par commune, par province, dessiner les axes pour effectivement déployer ce matériel-là. Et ce qui nous reste maintenant, c'est d'avoir la date précise du scrutin. Ce lot de matériel remis à la CENI s'inscrit dans le cadre du pacte, projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina, mis en œuvre par le Centre européen d'appui électoral ECES, pour un montant de plus de 4 milliards 800 millions. Le président du Faso est rentré ce matin des États-Unis où il a pris part à l'Assemblée générale des Nations unies. Avant son retour, Michel Kafando s'est entretenu avec les ambassadeurs du groupe Afrique. L'occasion de faire le point de la transition et de la crise qu'elle a connue ces dernières semaines. Les détails avec Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Dernier acte de ce séjour new-yorkais, la rencontre avec le groupe des ambassadeurs africains. La réunion hebdomadaire des diplomates de l'Union africaine a eu lieu exceptionnellement dans la salle de conférence numéro 12 du secrétariat général de l'ONU. Les échanges avec le président du Faso se sont déroulés à huis clos. Mais le fait de venir devant eux pour faire un briefing donnant tous les détails de ce qui s'est passé au Burkina, vraiment leur donne l'occasion de s'imprégner de tout ce qui s'est passé véritablement et aussi naturellement de défendre la position du Burkina. Tous se sont exprimés, mais c'est un message d'encouragement, de soutien, un message d'aller à l'avant et avec la perspective très bientôt de déboucher
sur les élections au Burkina. Toujours selon le président Michel Kafando, la rencontre a été fortement appréciée par les ambassadeurs. Le groupe des ambassadeurs de l'Union africaine est mensuellement présidé par un des leurs. Pour ce mois, il s'agit de l'ambassadeur Vandi Sidi Mina de la Sierra Leone. C'est l'un des grands chantiers du moment du gouvernement, la modernisation de l'administration publique. Et pour ce faire, il peut compter sur le concours de la Banque mondiale. L'institution met à la disposition du gouvernement 23 milliards de francs CFA sous forme de prêt. L'accord de financement a été signé aujourd'hui même à Ouagadougou. Kader Sawadougou, Ernest Kambiré. Poser les fondations solides d'une administration publique performante et efficace d'ici à 2019, la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso de francs CFA sous forme de prêt. Une enveloppe financière qui permettra au gouvernement burkinabé d'améliorer la gestion des ressources humaines publiques et l'efficacité de l'administration à la fourniture des services publics dans les ministères de l'Éducation nationale, de la justice et de la fonction publique. L'idée, c'est vraiment d'appuyer nos départements ministériels à exécuter de manière satisfaisante un certain nombre de services publics pour le bien des usagers, mais aussi pour le bien de l'ensemble des fonctionnaires de notre pays. Un appui rendu effectif dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour des résultats, un nouvel instrument de la Banque mondiale dont la philosophie et la motivation basées sur les résultats. Aujourd'hui, dans les administrations publiques, il y a des exigences, il y a des normes qui sont attendues des usagers, qui sont attendues de tous ceux qui visitent ces administrations-là. Et aujourd'hui, il faut travailler à appliquer certaines normes. Et nous pensons que l'accompagnement que nous développerons avec le Burkina dans ce sens devrait permettre effectivement d'avoir une administration publique plus performante, que l'usager soit satisfait de ce qu'il va y chercher et que le prestataire, celui qui offre le service, le fasse aussi dans un cadre le plus agréable possible. La signature de cet accord de financement sous forme de prêt marque ainsi un tournant décisif dans la mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration publique. Plus de 800 000 tonnes de céréales attendues dans la région de la boucle du Moun. Le grenier du Burkina reste fidèle à sa réputation. La campagne agricole dans la zone est à la hauteur des attentes et des prévisions. Les ministres du Développement rural ont visité quelques exploitations agricoles et échangé avec les producteurs. Jean Zongo, Marguerite Douaniou. Dans la boucle du Moun, la prévision en matière de production céréalière pour la campagne agricole 2014-2015 est de 800 000 tonnes selon les responsables régionaux de l'agriculture. Une prévision qui pourrait être largement dépassée si la nature consentait à faire encore grâce de quelques bonnes pluies. Au stade actuel, toutes les céréales sont en maturation. Le cotonnier est au stade de floraison à 100%, de même que les cultures de rente. Le pire est donc derrière pour cette campagne. Les inquiétudes que nous avions suite à la mauvaise installation de la campagne s'estompent. On peut dire qu'ici, en tout cas, la production que nous attendons va être bonne. Les ministres en charge du développement rural en tournée dans la région pour s'enquérir de la situation de la campagne agricole ont fait escale dans des exploitations modèles à Kamadena chez Olivier Paré, à Darou chez Laurent Kadeba et à Yaho chez Paul Tuina. Des exploitations de pas moins de 20 hectares chacune et qui donnent des leçons de gestion agricole. L'exploitation dans laquelle nous sommes, le producteur nous a fait comprendre qu'il s'attend autour de 4 tonnes à l'hectare pour le maïs. Alors que l'année passée, ils étaient autour de 3 tonnes à l'hectare pour le maïs. Donc c'est dire qu'actuellement, il y a vraiment une certaine satisfaction, en tout cas, que nous pouvons relever au niveau de la production agricole. Pour les producteurs, il n'y a pas de secret. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut savoir mettre à profit le package technologique mis à la disposition par les encadreurs et à cela ajouter une bonne dose de persévérance. Pour être un bon producteur, il faut se lever tôt, profiter des premières pluies. Car durant ces 3 années, nous savons ceux qui se lèvent tôt, c'est eux qui récoltent. Je bénéficie des appuis. Voilà, parce que chaque fois, chaque 2 mois, je pense qu'il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent pour prendre le modèle, il y a des gens qui viennent, des étudiants qui viennent pour des conseils.
l'agriculture vient me donne des conseils, surtout quand j'ai décidé de valoriser la fumure organique. Ils sont chaque fois à mes côtés. Et l'environnement aussi vient parce que il y a les arbres qui sont là. Voilà. À chacune des étapes parcourues, la délégation gouvernementale a félicité au nom du Premier ministre tous les producteurs et a surtout donné des conseils pour améliorer les productions. Des échanges avec les acteurs du monde rural pour faire le point de la campagne agricole dans la boucle. Ce sont 20 médecins burkinabés qui ont bénéficié de qui s'appelle Aller vite en besoin. Ils sont 20 médecins burkinabés et viennent de boucler une formation de 6 mois en chirurgie essentielle. Le ministère de la Santé compte sur eux pour réussir sa stratégie de réduction de la mortalité maternelle et infantile. À noter que c'est depuis 1992 que le département organise ces sessions de formation au profit des médecins. Yacouba Diallo, Amandine Lalsaga. Ce sont 20 médecins burkinabés qui ont bénéficié d'une formation en chirurgie essentielle. Pendant 6 mois, ils ont notamment appris les techniques chirurgicales en matière de césarienne et de réparation de séquelles de l'excision. On a connu des difficultés sur le terrain, et ceci est surtout d'ordre fonctionnel, parce qu'il y a des stages qui n'étaient pas, là où le bloc n'était pas fonctionnel, soit par problème de groupe électrogène, ou carrément le circuit électrique qui était en panne. À la fin, quand même, je pense que les uns et les autres ont pu atteindre les objectifs auxquels on s'était fixés. Nous allons travailler en tout cas au niveau du ministère de la Santé en collaboration avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour que ces préoccupations soient prises en compte, pour que ces goulots soient levés, afin que ces médecins qui sont formés puissent travailler dans un environnement le plus décent possible. Initiée par le ministère en charge de la Santé, cette formation vise une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile. On voit la stratégie qui a été élaborée depuis 1992, ce qu'elle a pu apporter au système est inestimable. Et je pense que nous avons le devoir d'accompagner toujours cette dynamique pour que cette mortalité tant redoutée puisse véritablement reculer dans notre pays. Ces stagiaires portent à 338 le nombre total de médecins formés en chirurgie essentielle. Un hommage a été rendu au coordonnateur du dit programme, Dr Sané Salam, décédé la semaine dernière. À présent, la revue de presse des quotidiens, un seul sujet majeur développé dans les colonnes des journaux. Il s'agit de la fin du désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, Abdoul Rasmane Zongo. Depuis hier 6 octobre, le peuple burkinabé a récupéré ses armes qu'il avait louées à l'ex-RSP. Souligne avec humour le quotidien Notre Temps, l'unité suréquipée a enfin désarmée. Note le quotidien Ce corps constituait une menace pour le pays, insistent les éditions Le Pays. Siroya constate que les populations, elles, se sont emparées des blindés pour des exercices de pilotage. La page RSP définitivement tournée, se félicite le journal Le Soir. En effet, commente notre confrère, le cauchemar des Burkinabés est enfin terminé. Un trait a été tiré à jamais sur l'ex-RSP. Cependant, le journal se demande si cette cérémonie suffit-elle à dissiper les peurs, quand on sait que des 1300 hommes, 800 se sont rendus, et les 500 autres ex-RSP qui se sont évadés dans la nature. Pour aujourd'hui au Faso, l'arsenal des putschistes sera intégré dans l'armée nationale, avant de considérer le discours du Premier ministre de populiste. Je cite, « Ce discours a provoqué les ovations du public, tout comme des interrogations du genre « N'est-il pas issu de ce corps ?» se demande un citoyen. Ce Premier ministre n'arrêtera pas de surprendre, dit un autre. Et le journal Aujourd'hui au Faso conclut. Yacouba Isaac Zida boit son petit lait et savoure sa victoire sur Gilbert Djendjeri. L'observateur nous apprend qu'après leurs auditions, les généraux Djendjeri et Bassouli ont passé leur première nuit à la prison militaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite du programme.